District Beta, ville de Pretoria, 6 janvier de l'an 47 après Warp. Sarah rentrait simplement de son travail, un ennuyeux poste dans une boîte touristique de Pretoria, qui malgré son manque d'intérêt avait l'avantage de fournir un bon salaire. Mère de 2 enfants de respectivement 5 et 8 ans, la jeune femme devait se charger seule de leur éducation, leur père, Mark, ayant rejoint 2 années auparavant l'académie militaire de Johannesburg, dans le but de fournir à la famille les avantages du statut, tant sur le plan financier que social. Durant le trajet de retour vers chez elle, elle reçut simplement un message sur son téléphone mobile, un message disposant d'un cachet gouvernemental. Sarah n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir de quoi il en retournait. Elle rangea simplement son mobile dans sa poche et accéléra le pas pour rejoindre son appartement au 32e étage d'un immeuble d'habitation. Elle congédia la nounou de ses enfants et s'enferma dans son bureau. La seule raison pour laquelle un message gouvernemental de ce type aurait pu lui parvenir de manière aussi directe était facile à deviner. C'était une assignation au comité de surveillance constitutionnelle. Et malgré le fait qu'officiellement il soit interdit de révéler son statut de surveillant publiquement, le bouche à oreille ainsi que de nombreuses rumeurs de l'extranet parlaient de cette manière de faire peu orthodoxe. Sarah déploya le message holographique devant elle et d'un mouvement de la main en défit le cachet. Il fallut plusieurs secondes à son vieux téléphone pour confirmer son empreinte biométrique et autoriser la lecture du message. Destinataire Sarah Aberson, 31 ans, domiciliée au 75B, immeuble Gauteng, 4e secteur civil, Pretoria. Citoyenne de la Fédération, nous avons l'honneur de vous annoncer votre assignation décidée par un scrutin aléatoire comme membre du comité de surveillance constitutionnelle. Votre mandat durera une année de référence terrestre, au terme duquel vous retournerez à la vie civile. Votre rang de surveillant durant ce mandat est le 24. Durant toute la durée de votre mandat, vous devrez obligatoirement participer à au moins une réunion du comité par mois, organisée par le président du CSC. Afin de préserver votre vie professionnelle et votre anonymat, ces réunions seront toujours organisées durant les jours de repos généraux, et par défaut durant la journée mensuelle de relâche. Toutes les informations sur votre rôle et sur le fonctionnement de ces réunions vous seront données par le président du comité durant la réunion préliminaire du 31 janvier 47. Toute divulgation publique avérée de votre statut de surveillant, du contenu de cette lettre ou des informations acquises lors des réunions du comité, ainsi qu'un refus d'accomplir votre devoir civique, sont passibles d'un emprisonnement incompressible de 20 ans dans un centre carcéral de la FPT, ainsi que d'une amende de 55 000 crédits FPT pouvant être remboursée sous forme d'une saisie de biens par un huissier de justice. Les réunions du comité se feront sous couvert d'un camouflage holographique et vocal sur un serveur dédié d'extranet et via une conférence holocom classique. Les identifiants et autorisations d'accès à ce serveur vous seront communiqués dès confirmation de la réception de ce message. La création de l'IAC en 2036 s'accompagna d'un changement politique majeur et de la création d'une constitution ayant, dans les grandes lignes, toujours cours aujourd'hui. Ainsi, la Fédération planétaire terrienne est une dodécarchie constitutionnelle, où, élue pour une durée de 9 ans, un groupe de 12 personnes détient l'ensemble des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Ces 12 magistrats plénipotentiaires, au sens antique du terme, sont appelés les préators. Ils sont cependant régulés par ce qu'on appelle le comité de surveillance constitutionnelle, une assemblée de 50 citoyens tirés au sort tous les ans et dont la tâche est de veiller à la préservation de la Constitution. Ces surveillants ne connaissent pas leurs identités respectives afin d'éviter toute coalition et sont désignés de manière informatique au niveau local. Le citoyen tiré au sort reçoit alors un message personnel l'assignant comme membre du comité, avec toutes les autorisations et les informations accompagnant ce statut. Ces autorisations changeant bien évidemment à chaque remplacement de l'Assemblée. Le premier membre tiré au sort sera également le seul dont l'identité sera connue publiquement, car sa tâche sera d'organiser, d'annoncer, de présider les réunions du Conseil, ainsi que d'appliquer les décisions prises. Il s'agit également du seul membre dont la voix n'est pas prise en compte lors des décisions du comité, bien qu'il puisse sans problème donner son avis sur les questions abordées. Par ailleurs, ce rôle dispose de sa propre formation, et tout citoyen ayant suivi un cursus scolaire dispose des bases nécessaires pour accomplir au mieux la tâche de président du CSC. Ces réunions, sous couvert d'anonymat, ont lieu au moins une fois par mois, bien que le président ait toute latitude pour en organiser plus, et elles servent à émettre doutes et suggestions des surveillants au sujet des préators, puis, le cas échéant, de lancer des enquêtes sur ces derniers si nécessaire. Le comité possède à cet effet d'un accès à tous les secteurs du gouvernement et peut y imposer des enquêtes selon son bon vouloir, disposant pour ce faire de bureaux d'investigation privés indépendants du conseil exécutif. Ils ne peuvent cependant en aucun cas interagir avec les affaires et les décisions gouvernementales, hormis via le droit de proscription.
Ce terme désigne un édit permettant de destituer un préator, mais uniquement si le comité peut prouver que ce dernier outrepasse la Constitution. Le président peut alors ordonner un vote des surveillants, une fois l'enquête sur le préator achevée, afin de décider ou non de son expulsion. Une fois l'édit appliqué, le préator fautif est alors évincé du gouvernement, de gré ou de force, et condamné à rembourser à l'État l'ensemble de son salaire gagné au cours de son mandat. Puis, selon les cas, il encourt des peines plus graves, pouvant être prononcées par les 11 autres membres du conseil exécutif restant. De nouvelles élections doivent alors avoir lieu afin de remplacer le magistrat manquant, et un nouveau tirage au sort est effectué pour renouveler le comité constitutionnel. La constitution de la Fédération planétaire terrienne prévoit en outre de nombreuses limitations des pouvoirs des préators. Son premier article précisant par exemple que celle-ci ne peut jamais être modifiée sans un référendum exprimant l'accord de plus de 71% des citoyens. Cette capacité des citoyens à destituer leurs dirigeants a permis sur le long terme de bloquer toute tentative des préators de profiter de leur statut à titre personnel, cette épée de Damoclès les forçant à servir humblement le gouvernement et les citoyens. Et même si quelques cas notables de corruption et d'intrigues politiques ont eu lieu, le CSC est toujours parvenu à rectifier le tir. De toute manière, la plupart des préators cherchent avant tout à œuvrer pour le bien de la société, raison pour laquelle les citoyens de la Fédération ont fondamentalement confiance en leurs dirigeants et en leurs décisions, le droit de proscription n'ayant au final été utilisé qu'en de rares occasions au cours de l'histoire. Les 12 membres du gouvernement appelés préators sont élus au suffrage universel direct pour un novena. Les décalages causés au fil du temps par les décès et les démissions ont cependant fait qu'actuellement les élections n'ont plus lieu tous les 9 ans, mais simplement quand un des magistrats arrive à la fin de son mandat. Le conseil exécutif, aussi appelé conseil des magistrats, détient tous les pouvoirs. Chaque préator a ainsi toute latitude pour promulguer et abroger des lois selon sa volonté, et ce quel que soit le domaine. Cependant, il doit toujours exposer ses décisions au conseil avant toute chose, et ses camarades peuvent, le cas échéant, opposer un droit de veto s'ils le désirent. Si opposition il y a d'au moins un des membres du conseil, le préator a droit à 15 jours de mise en suspens pour tenter de convaincre au moins 5 autres magistrats de soutenir son projet. Dans le cas contraire, il se voit obligé de se rétracter et d'abandonner son idée pour une durée minimum d'1 an, au terme de laquelle il pourra à nouveau la soumettre. A noter qu'une décision acceptée ne peut être supprimée par un autre préator qu'après une période de sécurité de 10 ans, forçant ainsi les magistrats à bien réfléchir aux décisions prises, puisqu'une fois mises en place, celles-ci ne pourront généralement plus être annulées durant leur mandat. Ce système plutôt simpliste de contrôle mutuel des décisions a permis tout au long de l'histoire de l'IAC de répondre assez efficacement à la plupart de ces problèmes, là où la bureaucratie et l'administration monolithique des autres nations s'enlisaient dans les procédures. Il a cependant également incité à la création de tout un jeu d'intrigues et de manipulations pour s'octroyer les indispensables soutiens de ses pairs au sein du conseil exécutif. Fort heureusement, la Constitution interdit les regroupements partisans et n'autorise pas une même personne à être réélue au poste de préator plus d'une fois, limitant ainsi la plupart des machinations à long terme et assurant une certaine rotation au sein du gouvernement. Par ailleurs, si les préators ne sont pas vraiment à plaindre au niveau financier, bénéficiant d'une aisance assez importante, le salaire de fonction n'est clairement pas une motivation suffisante pour justifier trop d'efforts de leur part concernant les luttes de pouvoir. Le secteur privé étant largement plus rentable à ce niveau, que ce soit en termes d'acquisition d'influence ou de crédit. Si le système définit chaque préator comme qualifié pour prendre n'importe quelle décision, il s'est avéré au fil du temps qu'aucun ne pouvait être suffisamment omnipotent pour s'affairer efficacement dans tous les domaines. Il en a très rapidement résulté que les 12 magistrats devaient se partager les tâches de manière plus organisée. Ainsi, un préator pourrait être chargé de l'économie et des finances, un autre de la défense, ou encore de l'éducation et des loisirs, chacun ayant la liberté de s'occuper à sa convenance des tâches de son choix, selon ses domaines d'expertise, et généralement sans ingérence de ses pairs. Il arrivera cependant plusieurs fois au cours de l'histoire que des préators, particulièrement hostiles les uns envers les autres, prennent un malin plaisir à tenter de saboter tous les projets entrepris par leurs rivales. Heureusement, ces guerres intestines furent, le plus souvent, rapidement résolues par les autres préators, ou le CSC dans le pire des cas, s'arrangeant d'une manière ou d'une autre pour désamorcer la situation. La cohésion du Conseil, si elle est de nos jours presque machinale, n'a pourtant pas toujours été effective. En effet, dans les premières années de l'IAC, les différents pays membres subissaient le contre-coup de lourdes rivalités ancestrales avec leurs voisins, en particulier entre les deux pays fondateurs, la Chine et le Japon. Et même aujourd'hui, l'unité opérationnelle du Conseil exécutif peut être mise à mal par des conflits internes, en particulier depuis la première élection d'un magistrat originaire de la péninsule européenne, qui a révélé toutes sortes de tensions entre les préators.
Loin de sa définition du XXIe siècle, le fonctionnaire dans la FPT, aussi connu sous le nom de factotum ou d'auxiliaire, est un agent gouvernemental investi d'une partie des pouvoirs d'un praetor. Généralement utilisé comme représentant du gouvernement, il dispose d'une autorité civile et judiciaire étendue, allant selon les cas jusqu'à l'application d'une peine de mort sans jugement préalable. Ils n'ont cependant jamais aucune autorité sur le corps militaire, qui est défini par sa propre hiérarchie et présidé à son sommet par les 12 praetors eux-mêmes. De même, si leur pouvoir législatif leur permet d'outrepasser certaines lois, seuls les praetors conservent le droit d'en abroger ou d'en créer de nouvelles. Un praetor peut désigner autant de fonctionnaires qu'il le désire pour l'assister dans son travail. Il est également libre de leur fournir autant de pouvoirs et de ressources que nécessaire pour accomplir leurs tâches. De fait, quel que soit le pouvoir dont il est investi, et hormis les cas particuliers des consuls, un fonctionnaire est une entité autonome n'ayant à répondre de ses actes qu'à son praetor en personne. Il n'est de même soumis à aucune autorité civile ou militaire en dehors du magistrat qui l'a désigné, ce système ayant d'ailleurs une fâcheuse tendance à provoquer des altercations entre les fonctionnaires de praetors différents. N'ayant aucune autorité l'un sur l'autre, aucun factotum ne peut avoir la préséance sur une affaire commune, et c'est généralement au conseil exécutif de trancher en faveur d'un parti ou de l'autre. À tout moment, un praetor peut décider de retirer tout ou partie des pouvoirs d'un de ses fonctionnaires, voire de le destituer totalement de son statut selon la situation. Les magistrats peuvent également soumettre au conseil un désir de destituer l'auxiliaire d'un autre praetor, mais ce cas de figure est plutôt rare, car il sous-entend que le praetor en question n'est pas capable lui-même de gérer ses propres hommes, ou pire qu'il a délibérément choisi un factotum incompétent pour l'assister, ce qui peut être pris comme une grave insulte à peine dissimulée. Ce large éventail de liberté dont jouit un fonctionnaire pourrait être la porte ouverte à des abus de pouvoir. Cependant, comme tous ces actes sont directement sous la responsabilité de son praetor, la plupart des magistrats choisissent avec soin leurs représentants afin d'éviter d'attirer le regard inquisiteur du CSC. De même, la plupart des fonctionnaires ont trop de responsabilités et trop de travail pour avoir le temps de martyriser la population, même si l'on a déjà noté de rares cas d'abus de la part de ces représentants gouvernementaux. Heureusement, ces cas restent exceptionnels, et comme le nombre de fonctionnaires en activité est relativement réduit, la plupart des praetors peuvent garder un œil sur leurs activités et prévenir tout dérapage qui pourrait nuire à leur image, voire même à leur place au conseil exécutif. Les missions des fonctionnaires sont par ailleurs diverses et variées, et souvent liées à un travail d'enquête ou de supervision dans un secteur. Certains servent même d'auxiliaires de justice, et dans la police en se servant de leur passe-droit pour piéger les criminels se croyant sous couvert législatif. Il est cependant important de noter que la plupart des fonctionnaires ne bénéficient pas de leur statut à vie, et le plus souvent leur mandat ne dure que le temps d'une mission, rien n'empêchant par ailleurs un praetor de donner et de retirer ses pouvoirs à un fonctionnaire autant de fois que nécessaire, et selon son bon vouloir. Les praetors ne sont que des hommes, et diriger un empire planétaire ne leur permet pas de s'occuper des menus détails à l'échelle locale, ni même à celle des districts. Pour cela, ils ont recours à un type particulier d'auxiliaires dotés de pouvoirs spécifiques, les gouverneurs locaux et les consuls. Les consuls sont au nombre de 5, et chacun a la responsabilité de gérer un district au nom des praetors. Ils sont soumis à la même réglementation que les autres factotums, mais disposent généralement de moins de pouvoirs. La différence majeure avec les fonctionnaires classiques étant qu'ils ne sont pas désignés par un seul magistrat, mais d'un commun accord par tous les praetors, ce qui a tendance à les protéger légèrement du CSC, bien qu'il s'avère que si un consul œuvre à l'encontre de la Constitution, les praetors préféreront généralement le destituer rapidement, plutôt que de risquer la colère du comité de surveillance. Selon les cas, un consul disposera en outre de plus ou moins de pouvoir et de liberté d'action. Ceci étant, ce pouvoir sera généralement fonction du district auquel il aura été assigné par les praetors. Le consul du district d'origine, par exemple, ne fera généralement que de la figuration, et ce poste déplaisant est souvent boudé par les politiciens, car les praetors préfèrent la plupart du temps se charger eux-mêmes de ce secteur. A contrario, le consul Epsilon, en charge de la péninsule européenne, dispose de larges pouvoirs, et ne subit que très rarement l'ingérence du conseil, ce qui lui laisse toute latitude pour gérer de son mieux ce secteur chaotique. Encore une fois, en opposition avec les factotums classiques, un consul est généralement désigné à vie, puisqu'il doit sa place à l'ensemble des praetors, et que ces derniers n'ont normalement pas de raison de changer d'avis sur ses compétences. Comme il n'arrive par ailleurs que très rarement que la majorité du conseil termine son mandat simultanément, le cas où un praetor seul parviendrait à convaincre ses pairs de destituer un consul sont de fait extrêmement rares. Ce statu quo n'est cependant pas immuable, et les consuls doivent prouver continuellement qu'ils méritent leur poste pour ne pas risquer l'ire du conseil, et leur remplacement inopiné.
De leur côté, les gouverneurs locaux ont à leur charge de s'occuper des différentes agglomérations, que ce soit des villages ou des grandes villes. Ainsi, leur pouvoir et leur richesse est directement fonction de l'influence de leur localité. Ces gouverneurs sont par ailleurs élus à vie au niveau local par leurs concitoyens et sont sous la direction du consul de leur district. Paradoxalement, les gouverneurs sont pourtant plus en sécurité que lui, car ils ne peuvent être destitués que par les préators eux-mêmes, et à moins de commettre des actes suffisamment graves pour attirer l'attention du conseil, la plupart sont protégés de ce cas de figure par la multitude. En effet, il existe peu de chances qu'un magistrat pose son regard sur un seul gouverneur en particulier parmi les dizaines de milliers en activité. C'est d'ailleurs sur ce constat que joue le district Epsilon pour maintenir en place son système local particulier. Dans ce secteur, les gouverneurs européens contrôlent d'une main de fer la population, et ces derniers ont réussi à mettre en place une gouvernance héréditaire, à coups d'intrigues et de pressions économiques et sociales subtiles. Ces dynastes, comme ils se nomment eux-mêmes, se livrent par ailleurs à de violentes guerres intestines, dont l'objectif est le plus souvent d'attirer l'attention du consul et des préators sur les manigances de leurs rivaux, afin de les faire destituer et d'augmenter ainsi l'influence de leur propre famille. Le conseil exécutif est au fait de ces machinations, mais ne peut malheureusement pas y faire grand-chose tant la situation en Europe est instable. Ainsi, les préators acceptent à contre-cœur ces règles du jeu, et aucun d'entre eux ne prendrait le risque de provoquer un soulèvement de la péninsule européenne en s'y opposant trop ouvertement. Ceci étant d'autant plus vrai dans le contexte actuel de la demande d'indépendance de Mars, et du fait que la plupart des dynastes restent relativement soumis, voire même favorables à la FPT tant qu'elle respecte ses conditions.